Alors aujourd'hui, j'aimerais réagir un petit peu sur évidemment tout le ramdam qu'il y a eu, parce que sur trois agences de notation, vous en avez deux qui n'ont pas abaissé la note de la France et une qui l'a abaissée. Bon, en soi, si vous voulez, le marché de la dette, il anticipe et ça change pas grand-chose, ça reste des agences de notation. Et à un moment donné, il faut se dire aussi que S&P peut se dire, tiens, les deux autres, ils n'ont pas dégradé, nous on va dégrader, histoire de faire monter la pression. Il ne faut pas oublier que ces agences de notation, elles arrivent très souvent sur le tard, hein. Donc bref, ça change pas grand-chose, mais tout le monde s'en émeut évidemment, et puis ça sert aussi tous ceux qui veulent faire un petit peu de French bashing, de dire bah vous voyez, voilà le déficit machin. Alors bien évidemment, on peut toujours critiquer le politique, il y a toujours des responsabilités. On n'a pas vu de toute façon autre chose que du déficit depuis 40 ans. Donc voilà, c'est pas que les politiques en cours, c'est une espèce de cycle. Et puis après, on a fait du quoi qu'il en coûte, on a aidé tout le monde, si vous voulez. Donc à partir d'un moment, il y a un coût. Oui, tant que les taux sont très bas et que la BCE est là, ben, ça permet au gouvernement de pas vraiment de dépenser sans compter. Mais à un moment donné, il faut serrer la vis. Je pense que la BCE doit serrer la vis également. On est au sein de l'Europe. Il y a une quinzaine d'années, on a demandé à un certain nombre de pays de faire des efforts. Ils ont fait ces efforts-là. À un moment donné, ça doit être les mêmes règles pour tous. Mais si on rentre dans le détail, ce qui me gêne un petit peu, si vous voulez, c'est qu'on utilise ça pour faire du French bashing, et il y a pas mal de choses qui ressortent, et notamment sur les salaires. Et on va vous expliquer, on va vous montrer un certain nombre de tableaux où on vous explique justement qu'il y a un déclassement de l'Europe et plus particulièrement de la France par rapport aux US, si on doit comparer, et où on voit qu'en gros les Américains dorénavant gagnent facilement 2 fois ou 3 fois plus que les Français. C'est une moyenne, c'est des médianes, etc. Donc il y a un petit peu de tout, bien entendu. La problématique que j'ai avec ça, c'est que c'est facile de dire ça, si vous voulez, et en effet, on peut toujours trouver à redire, oui, mais il faut essayer de comparer ce qui est comparable. Et pour moi, c'est comme quand on vous parle de dette, on ne vous parle pas d'actifs. Donc oui, les dettes sont en augmentation, mais elles sont en augmentation en valeur. Et on oublie que sur les 10 dernières années, on a pris 20-25% d'inflation. Donc c'est normal, si vous voulez, que tout soit en augmentation en termes de valeur, parce que l'euro d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans n'a plus la même valeur que l'euro d'aujourd'hui. Donc il faut aussi prendre ça en considération. Quand on dit que la dette a augmenté en valeur de, je sais pas, 40-50%, il y a une part évidemment de mal négociation et de mauvaise utilisation, mais il y a aussi une part qui est induite à l'inflation. Comme on vous dit, tiens, les niveaux de dette, d'endettement sont plus élevés aujourd'hui qu'il y a 15 ans, il faut toujours parler en ratio, si vous voulez, parce que sinon, c'est pas comparable et on n'intègre jamais l'inflation. Or, il faut intégrer l'inflation. Euh, Deuxième point pour moi qui est important, c'est qu'on va toujours vous parler, voilà, de l'endettement, mais jamais des actifs. C'est-à-dire, oui, la dette a augmenté, mais regardez également la hausse des actifs, que ce soit des actifs immobiliers, que ce soit des actifs liés à la bourse. Regardez également le patrimoine des gens, l'évolution du patrimoine des gens. Donc c'est ça aussi qui est important. Et si on regarde ça, on se rend compte que les niveaux d'endettement ont augmenté aussi, mais il y a aussi une raison qui est l'inflation, mais les niveaux des actifs ont augmenté encore plus que les niveaux d'endettement. Il faut intégrer ça. Je veux dire, quand on regarde la santé financière d'une entreprise, on regarde ses actifs et on regarde sa dette. Ok, donc pour le patrimoine d'un pays et des Français ou de Tartampion, c'est exactement pareil. Je ne veux pas regarder que le niveau d'endettement brut en valeur. Il faut que je puisse comparer ce qui est comparable. Il faut que j'intègre l'inflation et il faut que je regarde aussi l'évolution des actifs. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est, du coup, si on vient et on prend ce sujet des salaires américains, donc on voit, voilà, les Américains, ils gagnent beaucoup plus que les Français. Ok, très bien. Mais c'est quoi le coût de la vie aux États-Unis? Et du coup, si on va regarder et qu'on cherche un petit peu quelques graphiques, on se rend compte qu'une famille, donc de deux adultes avec deux enfants, va avoir à peu près dans tous les États besoin de 200 000 dollars. On sait très bien que c'est à l'ouest et à l'est, si vous voulez, et puis au Texas, que vous avez le meilleur pouvoir d'achat aux États-Unis, parce que vous avez les plus hauts salaires, les jobs qui sont là, à plus haut salaire qui sont là, mais aussi le coût de la vie est très important. Donc là aussi, il faut intégrer l'inflation de ces dernières années, et il faut intégrer voilà, un couple avec deux enfants qui éventuellement gagne 200 000 ou 250 000 dollars par an, ce qui peut paraître probablement 2 fois plus que ce que va gagner un couple avec deux enfants en France.
Il faut regarder de combien ils ont besoin pour vivre confortablement. Et en France, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai plutôt l'impression, en tant que couple avec 2 enfants, j'ai plutôt l'impression qu'on peut commencer à vivre confortablement avec au minimum 50 ou 60 000 euros par an. Et, et puis après, c'est toujours une question de dépenses et c'est toujours une question de standard de vie. Il y a des personnes qui peuvent très bien vivre avec moins, et il y a des personnes qui vont se dire, moi je peux pas faire avec moins de 100 000 euros, c'est pas possible pour moi. Voilà, c'est une question après de voir où sont les dépenses. Donc c'est très compliqué, si vous voulez, et c'est très subjectif de commenter ce genre de choses. Mais si on regarde d'un point de vue statistique et d'un point de vue médian, regardez aux États-Unis, la majorité donc vont vous répondre qu'ils ont besoin de entre 250 000 et 280 000 dollars par an. Ça veut dire que même s'ils gagnent 2 fois plus que les Français, ils peuvent se retrouver ric-rac comme les Français de la même manière, parce que leur niveau de vie et leur coût de la vie est bien supérieur à la France. Ok, il y a un autre tableau du coup où il faut prendre en compte, c'est voilà le coût de vie. Le coût de vie, c'est par pays et puis c'est par également ville. Si vous vivez à New York ou si vous vivez à Poughkeepsie, c'est pas du tout le même schmilblick. Si vous vivez à Paris ou si vous vivez vraiment au milieu à Clermont-Ferrand, c'est pas le même schmilblick. Alors vous avez potentiellement pas le même niveau de salaire. Alors peut-être que vous faites justement que vous avez un job qui vous permet de ne pas être au bureau ou dans une grande ville, donc tant mieux, et vous avez un gros salaire dans une ville qui a un coût de la vie réduit, donc tant mieux, mais c'est que ça si vous voulez. La plupart des gens, ils regardent sur qu'est-ce que je gagne et il faut que je gagne toujours plus. Mais la vraie réalité, si vous voulez, c'est le coût de la vie, c'est qu'est-ce que je dépense. Et la vraie façon de gagner en pouvoir d'achat, c'est de réduire les dépenses non essentielles, si vous voulez, et de regarder là tout ce qu'on dépense en abonnement, en trucs, en machin, qu'on n'a pas réellement vraiment besoin, ou la qualité supérieure d'un objet qu'on va acheter qui n'aura pas non plus une durabilité folle. Donc pour moi, pour faire des économies, si vous voulez, pour vraiment gagner en pouvoir d'achat, c'est pas vraiment le gagner plus qu'il faut rechercher, c'est le dépenser moins. Mais au-delà de cela, c'est bien de vous dire aussi, c'est voilà, tout le monde se dit, ah voilà, ils gagnent 2 ou 3 fois plus. Oui, mais ils ont un coût de la vie qui est 2 ou 3 fois plus également supérieur. Donc, in fine, si vous voulez, je suis pas certain qu'un Américain soit plus satisfait de sa vie avec un salaire 2 fois ou 3 fois plus gros. Tout est comparable, si vous voulez, tout est relatif. Et de la même manière qu'en France, on peut parler des déficits de l'État, mais il faut bien se dire que les trucs où il y a eu la plus grosse inflation ces dernières années aux États-Unis, quand on regarde, c'est les soins médicaux et l'éducation. C'est les 2 trucs, si vous voulez, où en France, vous avez une partie des déficits qui est liée à ça, et qui est liée justement au côté social, au côté des aides et aux différents remboursements. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, si vous voulez. Aux États-Unis, on va vous demander votre carte bancaire à chaque fois que vous rentrez et que vous mettez un pied à l'hôpital. En France, c'est quand même différent. Donc oui, je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que tout est magnifique, mais je fais comparer ce qui est comparable, si vous voulez. Et donc le coût de la vie, c'est pour moi essentiel, avant tout, au lieu de juste comparer le niveau de salaire. Donc c'était mon point, si vous voulez. C'est bien entendu, rien n'est parfait. On peut toujours râler sur les politiques, mais je trouve, si vous voulez, qu'on prend souvent des raccourcis pour faire un petit peu bar PMU à 1 heure du mat après le match de foot, et donc ça veut dire que ça fait 2 heures que c'est terminé et qu'on boit des canons depuis. Donc vous voyez un peu le niveau de conversation. Où voilà, c'est toujours un petit peu la déresponsabilisation et la faute des autres, et c'est toujours mieux ailleurs, et c'était toujours mieux avant. Ça, je ferai peut-être un article qui est plus lié à la psychologie, qui peut être intégré à la bourse également, mais c'est toute génération confondue, c'était toujours mieux avant. Vous avez un pic, quand vous regardez un petit peu les stats, vous avez un pic un petit peu de bonheur qui est à peu près aux alentours des 10-12 ans. Donc, et ensuite, vous allez toujours au-delà de 35 ans, vous allez commencer à vous dire les chansons que j'écoutais dans ma jeunesse étaient bien meilleures que les chansons qu'il y a aujourd'hui. Le truc, c'est que chaque génération se dit ça. Donc, c'est toujours pareil, si vous voulez. On a toujours l'impression que c'était mieux avant parce qu'on a une espèce de nostalgie. Et ça, c'est psychologique, ça s'explique. Je ferai peut-être un article plus dédié là-dessus. Mais en gros, voilà, ne vous laissez pas happer par ça. Il faut sortir également. Je pense aussi que beaucoup de personnes voilà, critiquent la France et se trouvent pas bien en France pour différentes raisons. On ne va pas polémiquer et je ne vais pas faire de l'idéologie. Mais c'est aussi très souvent des personnes qui n'ont jamais vécu ailleurs. Et croyez-moi, à partir du moment où vous vous mettez à vivre ailleurs, vous vous rendez compte que vous avez peut-être idéalisé le truc et que c'est peut-être pas si mal à la maison.
C'est ça aussi, moi, c'est ça aussi que je trouve important, c'est d'avoir l'expérience et de pas juste, voilà, utiliser alors il y a beaucoup de personnes sur YouTube et compagnie, de soi-disant experts qui vont justement faire une spécialité de vous expliquer que c'est nul en France et que c'est pourri et que c'est la crise et que c'est l'économie molle et qu'on va jamais s'en sortir, le déficit, le Macron et cetera. Ils font n'importe quoi et puis on changera, on aura quelqu'un d'autre que Macron et puis, bah, ça sera pareil et puis c'est pareil depuis 30 ans et cetera. Il y aura toujours des raisons, si vous voulez, de polémiquer et de se déresponsabiliser par rapport à sa situation personnelle, se déresponsabiliser sur les autres. Mais ce qui est le plus intéressant, si vous voulez, c'est que si vous demandez individuellement à une centaine de personnes et vous leur demandez, ouais, à niveau financier, et cetera, est-ce que vous êtes confortable? La majorité vous diront, oui, ça va, moi je suis confortable, j'arrive à m'en sortir. Évidemment, je pourrais toujours mieux m'en sortir si j'avais plus. Ça, tout le monde vous le répondra, que le mec gagne 10 euros et qu'il gagne 1 million, tout le monde vous dira, il me faudrait un peu plus quand même. Mais de poser la question également, comment vous pensez que va votre économie locale? La majorité des gens vous diront, ça va mal, ça va de pire en pire, c'était mieux avant. Comment va l'économie nationale? C'est exécrable, je ne sais pas où on va, encore, on a élu encore des idiots, et ça va continuer. Donc c'est toujours intéressant si vous voulez, parce que si vous interrogez la majorité des gens, ils vont vous dire que eux, leur situation propre, c'est bon an, mal an, c'est confortable, c'est pas si mal que ça. Évidemment, on peut toujours avoir mieux, et on veut toujours mieux, et ça serait bien de pouvoir gagner 500 euros de plus par mois. Mais quand vous allez demander la situation d'une manière générale, ils pensent que c'est pourri. Donc à un moment donné, si on est logique, si vous avez la majorité des gens qui vous disent qu'ils sont confortables, c'est que vous ne pouvez pas être dans une situation qui est si dramatique que ça. La majorité des gens, si vous voulez, psychologiquement, vont projeter, si vous voulez, la difficulté et quelque part le catastrophisme sur la localité et encore plus nationalement. Mais pour eux, c'est pas si mal, c'est convenable. Donc à un moment donné, si vous voulez, si vous avez la majorité des gens qui vous disent c'est convenable, c'est que l'économie, votre économie locale et votre économie nationale ne peut pas être si pourrie que ça. Okay, bon, je pousse le processus un petit peu plus loin, mais c'est juste pour vous dire, voilà, il faut faire attention, si vous voulez, où tout le monde va nous montrer une face de la pièce. Mais c'est la même pièce, il faut regarder le côté pile, et il faut toujours essayer de regarder. Quand on parle dette, il faut regarder actif. Hein, quand on parle ce qu'on gagne, il faut regarder dépenses, coût de la vie. Quand on dit, voilà, on critique, etc., tous les éléments, il faut essayer d'aller regarder, c'est quoi le contre-argument. C'est la seule manière, si vous voulez, de rester le plus objectif possible et d'éviter les biais. Parce que comme je vous l'explique, là, le plus gros biais, c'est de se dire, moi, ma situation, c'est pas si mal. Mais alors, le voisin et la nation, c'est à feu et à sang. On peut le penser, bien entendu, et on a divers exemples. Mais la problématique, c'est à force de se focaliser sur finalement des cas qui sont plus dans la minorité, on a l'impression que c'est la majorité. Et ce n'est pas le cas. Et on fausse notre avis, on biaise et on finit par croire ce que l'on croit. Et c'est ça le pire, finalement. Parce que c'est ça qui nous empêche et qui crée une espèce de prophétie autoréalisatrice. Allez, j'arrête de vous barber avec ça, mais à un moment donné, je veux dire, il y a toujours des gens qui m'expliquent, ben, regarde un petit peu la dévaluation qu'on a eue depuis l'euro. Ok, mais alors moi je suis allé parler à l'époque, il y a quand même déjà une quinzaine d'années, j'avais demandé, parce que c'était déjà le cas, j'ai été allé demander à ma grand-mère, ok, mais quand on est passé au nouveau franc, c'était quoi la différence? Les gens avaient également les mêmes sujets. Allez regarder des archives, vous remarquerez, les sujets, les problématiques sont les mêmes. Et si on regarde statistiquement, sans biais, sans rien, si on regarde tout, la natalité, la santé, si on regarde tout ça, oui, il y a de l'endettement, oui, des déficits, oui, potentiellement on pourrait faire beaucoup mieux. Mais tout s'est amélioré ces 50 dernières années. Tout s'est amélioré en termes de niveau de vie, en termes de confort de vie. Et c'est juste qu'on reste bloqué dans notre psychologie propre, dans nos biais propres, comme je vous l'ai expliqué. C'est ça qui est dommageable, si vous voulez. Ce qui est dommageable, c'est que beaucoup de personnes vont surfer avec facilité pour vous dire « tout va mal ». Et parce que c'est facile de croire que tout va mal.
C'est facile en effet d'y adhérer. C'est facile de déresponsabiliser et de pointer du doigt pourquoi tout va mal, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Alors moi-même, hein, je suis pas tendre, bien entendu, avec les politiques. Donc voilà, je voulais pas faire une grosse vidéo là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, si vous voulez, parce que quand je regarde des vidéos, c'est facile de prendre des stats et de démonter en permanence l'économie, le truc machin. Bien entendu que rien n'est parfait. Mais c'est toujours pareil, si vous voulez. Il faut se comparer au final. Il faut regarder un petit peu ailleurs comment ça marche. Il faut regarder les taux fixes, il faut regarder les niches fiscales, il faut regarder toutes les aides. Euh, eh, je sais pas, mais à un moment donné, il faut réaliser que, ok, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux, mais alors il faut travailler en ce sens-là, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà très bien. Et donc il faut un petit peu déjà regarder ce qui marche très bien et déjà avoir la gratitude par rapport à ça. Et je pense que c'est un élément important. Voilà.